Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être enfin arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés, qu'elles soient quotidiennes ou ponctuelles, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, préparez-vous à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires et de découvertes. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau rendez-vous incontournable pour vivre votre trentaine à fond. Si vous êtes un fidèle abonné de Les Fiers Trentenaires, vous savez que tous nos épisodes commencent par une citation inspirante. Je dois vous montrer que je suis cultivée, donc je ne déroge pas à la règle aujourd'hui. On va même un petit peu philosopher en citant Michel Montaigne qui disait qu'un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd. Cette phrase, souvent dite avec humour, signifie simplement que dans nos couples, il faut parfois mieux ne pas tout voir ni tout entendre pour vivre en paix. Une femme aveugle ne verrait pas les défauts de son mari et un mari sourd n'entendrait ni les reproches ni les remarques de sa femme. Autrement dit, pour qu'un mariage soit heureux, il faut parfois savoir fermer les yeux sur certaines choses et ne pas réagir à tout ce que l'on entend. Un mariage réussi exige donc tolérance, patience et l'importance de ne pas chercher la perfection chez l'autre, mais plutôt d'apprendre à vivre avec ses imperfections. Mais alors là, ça réveille plein de questions en moi. Que se passe-t-il quand les imperfections ne viennent pas de la personne avec qui on partage sa vie ? Quand ce ne sont pas les défauts de la personne qui nous dérangent, mais plutôt nos propres insécurités, ou pire encore, les pressions extérieures. Et si, malgré tous nos efforts, on n'arrive pas, à faire abstraction de ces soucis ? Si on n'arrive pas à fermer les yeux ou à se boucher les oreilles face à ceux qui nous atteignent ? Que faire quand ce ne sont pas les disputes du couple qui pèsent, mais le poids des attentes sociales ? Des regards qui jugent, des mots blessants ou des normes imposées de l'extérieur ? Et si les véritables défauts, ceux qui nous blessent réellement, ne vivaient pas sous notre toit, mais dans ce que le monde attend de nous, dicte à notre couple ou encore projette sur notre amour ? Dans ce cas-là, comment fait-on pour rester soudés ? Comment on se protège à deux quand ce qui nous abîme ne vient pas de l'un de nous, mais de tous ceux qui nous entourent ? Dès notre plus jeune âge, on nous inculque que le mariage est une étape importante dans la vie d'une personne. Un accomplissement, une preuve sociale de stabilité. C'est pour ça qu'à l'approche d'une nomination, par exemple, vous verrez de jeunes cadres se presser pour faire les plus belles demandes en mariage qui soient. Comme si la gestion de poste à responsabilité équivalait à celle d'une famille. Pour nous les femmes, le mariage est comme un contrepoids qui donne notre valeur. Je racontais récemment qu'à table avec des collègues, on m'a laissé entendre que malgré mon grade et mon statut dans la boîte, j'étais moins valeureuse parce qu'on ne m'avait pas honorée. Comme on dit souvent, merci de m'avoir honorée en m'épousant. En gros, si tu n'es pas marié, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu as fait dans la vie, qu'importe ce que tu comptes faire pour la société, tu ne vaux pas grand-chose. Bref, même si beaucoup le pensent, ils n'osent pas le dire comme ça. Donc ils utilisent des tournures vraiment poétiques. Genre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais à la fin, on ajoute bien, mariez-vous. En tant que femme, on m'a répété que je ne serais jamais totalement prise au sérieux si je n'avais pas quelqu'un avec qui construire ma vie, investir et faire des enfants. Je crois vous avoir déjà dit que quand la jeune fille ambitieuse que j'étais a annoncé à son père son désir d'obtenir un master juste après avoir validé sa licence, le monsieur lui a répondu « Mais Darlène, tu veux faire quoi avec un master si ce n'est effrayer les hommes ? Qui voudra t'épouser avec tous ces diplômes, ma fille ? Réfléchis bien à ce que tu veux faire dans la vie. » Voilà, toute une vie à entendre que ma place est auprès d'un homme, à la cuisine comme on le dit tous. Que je dois me faire discrète, humble, presque invisible, de bien rester derrière l'homme qui serait mon époux. Que n'étais-je pas prête à faire alors à l'époque, moi, seulement âgée de 23 ans, pour ce cher futur époux, avant même de l'avoir rencontré. À cet homme qui était en train de construire son avenir, parce que c'est ce qu'on demande aux jeunes hommes, je ne sais pas exactement ce qu'on a dit. Mais vu la façon dont notre société est faite, il y a de fortes chances qu'on lui ait dit d'être fort.
d'être grand, d'être puissant, de trouver une femme soumise, à qui il ferait des enfants et pour qui il assumerait la fonction de pourvoyeur. Je ne sais pas si, comme moi, vous pensez que ce n'est pas assez pour qu'un mariage fonctionne. Pas en 2025. Pas avec tout ce que nous savons aujourd'hui. Pas avec tout ce que nous ressentons et encore moins avec ce que nous exigeons désormais d'une relation équilibrée. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Fiers Trentenaires. Mon introduction a été longue. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand on parle de mariage, je ne peux pas parler peu. Vous l'avez sans doute deviné, aujourd'hui on va échanger autour d'un thème qui concerne le mariage. Et j'ai la chance d'avoir avec moi une personne qui a un peu d'expérience dans le domaine. Il s'agit de Rebecca. Rebecca est une Gabonaise diplômée en protocole et relations publiques. Elle a obtenu son doctorat en mariage et vie de couple. Non, alors je rigole. Je fais le jeu de mots avec doctorat parce que ça fait 7 ans que Rebecca est mariée, mère de 4 enfants. Si vous avez récemment été dans un célèbre lounge situé à la montée de Luy et que vous y avez été correctement reçu, c'est peut-être que notre chère Rebecca avait correctement briefé son équipe sur l'importance de la satisfaction client et son accueil. Entrepreneur, passionnée de danse depuis son enfance, elle occupe son temps libre à dispenser des cours de danse, notamment de ballet, et à aider les femmes à rester en santé à travers des programmes sportifs adaptés. Alors, Rebecca a dû plus d'une fois passer sous silence l'appel de sa passion pour le bien-être de ses enfants et celui de son époux, sans pour autant y renoncer entièrement. Femme hyper active, mais vraiment hyper active, aimante, passionnée et ancrée dans ses valeurs et dans son époque, elle incarne cette génération de femmes qui jonglent entre ambition personnelle et obligation familiale. Elle a accepté de partager avec nous son vécu, sans filtre, sans faux semblant, en toute sincérité. Donc installez-vous confortablement, ça risque de beaucoup vous parler et de très près. Bienvenue Rebecca. Merci. Oh, elle était trop belle l'introduction. Oh, j'ai adoré. J'avais dit à l'annonce de l'enregistrement de l'épisode sur nos réseaux sociaux que ça serait long. Parce que franchement, j'ai beaucoup à dire sur le mariage. Même Ça si tombe bien, moi aussi. Et c'est pour ça qu'on est justement content de vous avoir avec nous ce soir. Donc, vous allez bien ? Bien, ça va très bien. D'accord. Donc, on a instauré un rituel chez les Fiers Trentenaires qui consiste à demander à notre invité de prononcer son âge à haute voix. Parce que souvent, vous savez, chez nous les femmes, on dit on ne demande pas l'âge d'une femme et tout. Il y a beaucoup de tabous autour de ça. Donc, moi, j'aimerais savoir, Rebecca, elle a quel âge ? Rebecca a 39 ans depuis le 28 mars. Donc, c'est 39 ans bien révolus. Ok. Et comment vous le vivez ? Je n'ai jamais eu du mal à dire mon âge. Parce que plus le temps passe, mieux je me sens. Depuis que j'ai 35 ans, je me sens plus vivante, plus active. Mon oui est un oui, mon non est un non. Je sens que je m'affirme plus. Donc je me dis, c'est sûr que plus ça monte, mieux ça va se passer. Ouais. Donc forcément, je vais assumer mon âge. D'ailleurs. Alors, vous êtes la première presque quarantenaire parmi nos invités. Je suis vraiment émoustillée et curieuse de savoir comment ça s'est passé, votre trentaine. Ma trentaine, elle a été... Je n'ai pas de mots, mais j'ai le ressenti. Il s'est passé, je vais dire les 9 dernières, parce que je n'ai pas encore les 40 ans, mais ces 9 ans ont été en dents de scie. J'ai eu beaucoup d'émotions, il y a eu énormément, je veux dire, celle d'aujourd'hui, c'est absolument pas la même vie que j'avais à 32, qui était hyper différente à 35, pareil à 37, à 39. Donc j'ai eu énormément d'étapes en 9 ans, où maintenant, je me permets de me dire que oui, quand même, tu as suffisamment d'expérience pour commencer quelque chose de bon qui pourra t'accompagner jusqu'au bout. Parce que tu as vu pas mal de choses pendant la trentaine. On parle beaucoup des 25 ans, des 30, mais pour moi, ça commence à 35. Oui. En tout cas, moi, j'ai hâte quand même d'arriver à 35 ans. J'ai vraiment hâte, il me reste encore 3 ans. 3 ans, oh, c'est bien devant, franchement. J'étais là-bas, c'est très bien devant. Oui. Avance. Ok, alors, parlez-nous un peu plus de vous. J'ai dit dans l'introduction que vous étiez coach sportive, que vous étiez professeur de danse, mariée, mère. En dehors de ça, s'il fallait qu'on sache quelques informations sur Rebecca, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache ? Alors, qu'est-ce que je peux ajouter ? Que je suis, en pure gabonaise, je suis une bonne femme. Donc, élevée par 2 parents bien enfants, ce qui fait que la racine, là, je l'ai, mais très bien. Et depuis petite, j'ai toujours été hyper active. Agitée et toujours avec un petit souci avec tout ce qui est ordre, discipline et ce genre de choses. Mais avec l'âge, j'ai appris à dompter ça, à vivre avec et même à m'accaparer d'une forme d'ordre, d'une forme de discipline pour continuer. On l'a dit dans l'introduction, la danse a toujours fait partie de ma vie. Ça m'a aidé à me canaliser. Parce que j'ai vraiment beaucoup, quand on a le problème avec l'hyperactivité, c'est que se canaliser, s'arrêter sur quelque chose, c'est hyper compliqué. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment difficile de s'asseoir et de dire que moi, je fais ça. Maintenant, je vais dire, mes combats
depuis que j'ai commencé à en avoir, ça a été arriver au bout des choses, pouvoir m'affirmer sans me travestir, pouvoir trouver une place sans gêner l'autre, sans aussi que ce soit trop étroit pour moi. Et ça a été compliqué, mais j'y arrive petit à petit. Ok, et alors vous nous parlez de vos parents. En toute indiscrétion, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler d'eux, mais vos parents sont mariés, ils étaient mariés. C'est mon grand défi. Alors mes parents, c'est le prototype du couple stable. Okay. Ils sont ensemble depuis environ 50 ans. Wow. Ils sont mariés depuis genre 47 ans, quelque chose comme ça. Ils ont 5 enfants ensemble. Il n'y a pas d'enfants avant, pas d'enfants après. Donc j'ai vraiment été élevée dans quelque chose de le tableau quasiment parfait. Ta famille parfaite. Oui, la famille quasiment parfaite. Ça fonctionne. Le mariage a fonctionné, l'éducation des enfants, qui a été adapté à chacun d'entre nous. Nous sommes 5, 4 filles, un garçon. Adapté à chacun d'entre nous. Et au sorti de là, enfin, il y a un côté positif et un côté négatif à ça. Au sorti de là, vous avez 5 personnes qui sont plus ou moins équilibrées et qui ont une très bonne image de l'union. On la comprend. Oui. Et on sait que ça peut très bien fonctionner. Mais quand les années passent là, en fait, les unions qui se faisaient en 1975-77, c'est pas les mêmes gens que maintenant, c'est pas les mêmes réalités, c'est plus les mêmes principes. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai vu un père qui rentrait à telle heure, qui faisait, comme maman n'est pas là, c'est lui qui fait avec un certain investissement. Pour moi, les hommes parlent comme ça, les hommes agissent comme ça, les hommes sont comme ça. Et un père qui ne gronde pas, qui sait manifester son mécontentement, mais il ne gronde pas. Il sait maintenir la rigueur. Il sait maintenir la rigueur, mais il ne gronde pas, il ne tape pas. Donc, quand je vois dehors, là-bas, tu es venu me parler fort, j'ai envie de te dire qu'en fait, moi, non, en fait, non. Oui, mon père ne faisait pas ça. Il ne fait pas ça. Donc, ce que tu fais là, moi, je n'ai pas vu. Bloque ça un peu loin. Mais après, c'est ma maison, c'est chez moi. Les gens aussi dans leur maison, chez eux, autre chose a été inculquée. C'est pas que c'est bon, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste différent. Donc, oui, je peux me mettre en couple. Je sais que ça peut fonctionner. Mais est-ce que ce que j'ai vu correspond à la réalité de maintenant? Je pense que normalement, non. Ok, alors, avant d'aller dans le cœur même de notre échange, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Déjà, quelle est votre idée du mariage? Comment est-ce que votre mariage, comment a été votre demande en mariage? Est-ce que vous vous attendiez à votre demande en mariage déjà, s'il y en a eu? Moi, je suis une grosse amoureuse de l'amour. J'ai peur du mariage, mais tout ce qu'il y a autour, je trouve ça hyper magnifique. Donc les petites attentions, etc. Moi, la petite féerie qui est autour et tout. Oui, j'aimerais savoir comment votre demande en mariage déjà s'est passée et si vous y attendiez particulièrement. Déjà, je ne m'y attendais pas. En tant que saltimbanque, je ne pensais même pas me marier. Je ne savais même pas que j'aurais plus d'un enfant. Je me doutais que j'allais avoir un enfant un jour. Mais ça n'a jamais été un truc que j'ai planifié. J'étais en couple depuis genre 3 ans et demi. Je vivais déjà avec celui qui est mon mari actuel. Et je pense qu'au fur et à mesure de la relation, beaucoup de choses se sont faites naturellement. Donc, un jour qui était plus ou moins ordinaire, je sortais avec une amie qui me dit « on vient, on va au resto, on va faire un truc ». Et puis elle m'emmène, je me souviens, c'était au comptoir. Je pense que ça a fermé entre-temps, donc j'arrive. Super bon resto, c'était mon resto préféré à l'époque. Et quand je viens, il y a des pétales de rose partout, il y a des bougies, voilà. J'ai eu la totale avec une jolie bague de fiançailles, le genou à terre, la déclaration. C'était vraiment, vraiment beau. Donc, le oui... Logiquement, c'est celui avec qui je suis et ça se passe super bien. Donc, je dis oui. Est-ce que ça a été planifié? Est-ce que, de mon côté, je ne pense pas que j'y aurais pensé sur le coup. Moi, ce qui était important pour moi à l'époque, ça aurait été que, bon, quand on vit ensemble, il faut quand même le dire à mes parents, il faut que mes parents soient en phase, il faut ce genre de choses. Est-ce que j'avais déjà un enfant? Oui, j'avais déjà un enfant. Reconnaître le petit, c'est ça. Ça, oui, maintenant, le mariage n'est pas... vous aviez un enfant d'une autre relation? Ah, j'avais 2 enfants d'une précédente relation dans laquelle j'étais paxée. Mais on s'est paxé. Je vivais à Madrid. Le monsieur était espagnol, on s'est paxé pour des raisons totalement logistiques, pratiques, parce que quand c'est reconnu pour telles allocations, pour tel fonctionnement, voilà. Donc ça a été fait pour ça. Et chèque cuisant, je suis rentrée chez moi. Et j'ai repris ma vie, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, enfin je le connaissais déjà. Et on s'est mis ensemble et puis quand on s'est mariés, le petit avait 2 ans à peu près, donc la demande en mariage, il avait 1 an et demi. Et pour moi, ça n'était pas planifié, mais je pense que lui, au fur et à mesure qu'on avançait, il s'est dit que c'est peut-être la bonne et pourquoi ne pas essayer. Ok. Et alors, vous êtes mariée depuis 7 ans et mère de 4 enfants, comme je disais. Comment ça se passe votre quotidien? Déjà, je tiens à préciser d'abord que vous avez évolué pendant longtemps dans le monde de l'entertainment. Donc,
loisirs, etc. Comment vous êtes parvenu à concilier votre carrière avec votre vie conjugale, maternelle, et aujourd'hui, comment ça se passe? Comment j'y suis arrivée? Déjà, dans les débuts, ça a été très compliqué. Parce que j'ai toujours été, comme j'ai dit, une saltimbanque, ce que nous on appelle, voilà. Parce que je me demandais ce que c'était en fait, saltimbanque. Les saltimbanques, ce sont des artistes qui vivent de leur art et puis de leurs prestations. D'accord. Donc vulgairement, on s'appelle saltimbanque. Parce que on cherche un gombo par-ci. Moi, dans mon domaine qui est la danse et l'entertainment, si tu ne bouges pas, tu ne gagnes pas d'argent. Donc si le jour où je suis à la maison, c'est que je ne gagne pas d'argent. Et c'est ça, nos programmations sont faites en fonction de ça. On calcule les saisons, octobre rose, novembre bleu, décembre, la fête de fin d'année. C'est ça. C'est ça les programmes. On sait quand est-ce que ce sont des périodes mortes où il ne va pas y avoir grand-chose. Mais on sait aussi quand est-ce que ce sera plus ou moins actif. C'est comme ça qu'on fonctionne. Le truc, c'est qu'après, quand j'ai eu mon bac et que je suis partie à l'étranger, j'ai eu mes 2 premiers enfants, donc j'ai fait une pause là-bas. À la base, mes parents m'avaient promis que oui, tu danses beaucoup. Et c'est un peu d'abord pause, parce que moi, je voulais déjà arrêter l'école et je me suis dit, je voulais devenir danseuse professionnelle. Je voulais gagner ma vie comme ça. Je commençais déjà à ne plus trop dépendre de mes parents, parce que j'avais des gombos par-ci, par-là. Mais quand tu n'as pas de charge et que tu habites chez tes parents, ça peut être suffisant. Mais à un moment, mon père m'a dit que mais tu ne peux pas devenir adulte et dire que tu n'as pas un plan B ou prévoir quelque chose pour au cas où la danse ça ne marche pas ou ce n'est pas assez. Donc essaie d'avoir ton bac et une fois que tu as ton bac, quand tu partiras, on te laissera continuer de danser. Alors je suis allée en Espagne. Arrivé sur place, ils m'ont dit oui mais non en fait, non mais trouve-toi une nouvelle école, va à l'université et sors-toi un diplôme. Donc j'y suis allée et au lieu du vrai diplôme auquel ils s'attendaient, j'ai ramené 2 enfants de ma précédente union et tout le temps où j'étais là-bas, je n'ai pas dansé. En rentrant chez moi, j'ai retrouvé mon univers. C'est-à-dire, j'ai arrêté de danser plusieurs fois, mais tout, d'une manière ou d'une autre, je me suis toujours retrouvée ou dans l'entertainment ou dans une salle de danse. Je ne sais pas comment, mais quelque chose m'a toujours amené vers là. Donc, je rentre au Gabon, je me refais mes petites connexions, je retrouve ma place, je recommence avec la salle, je commence à donner des cours de danse, mes gombos, les prestations, les ceci, avec les enfants, ça va parce que quand j'avais 25 ans, 26 ans, je viens de me remettre en couple, c'est pas grave, il vit chez lui, mes parents gardent mes enfants, donc je peux y aller, je peux faire mes saisons et tout le reste. À un moment, avec mon petit ami, ça devient sérieux, il veut qu'on s'installe ensemble, mais donc on commence à s'installer ensemble. Il s'attend à ce que tu sois là. Vous devez faire ensemble, la belle famille, les enfants comme si je dois gérer mes gosses, qui étaient d'abord d'un côté, moi d'un autre, voir avec les parents, mais en même temps, quand tu travailles dans la danse, on peut terminer à 23h, 2h du matin, 6h, que lui comprendra pas forcément. Mes enfants, mes parents vont me dire que oui, on les garde, mais sont un peu plus responsables. Voilà, un peu plus responsables. Ils n'ont pas de problème à le faire. Ils l'auraient fait tous les jours, tout le temps. Ils savent que je suis comme ça, mais quelque part, ils s'attendent à ce que je comprenne que je dois inclure. Et effectivement, je les incluais, mais à ma manière, en continuant que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis. Donc, avec les parents, c'est plus facilement passé parce qu'ils ont très vite compris que je serais ce genre de personne toute ma vie, quel que soit ce qui allait se passer. Donc là, justement, ils m'ont toujours appuyé, toujours aidé, en me rappelant alors quand nécessaire, si nécessaire, sinon on me laisse tranquille. Maintenant, je me suis installée avec quelqu'un qui était dans l'administration. Donc c'est quelque chose de eux, c'est carré, tu vois, 7h30, 15h. Quand on rentre à la maison, madame doit être là, voilà, le travail et machin, madame doit être là, et les enfants comme si tu dois l'accompagner, tu dois le soutenir, tu dois comprendre, tu es là, tu vois, mais non, tu n'es pas là parce que quand on travaille en salle, ou quand on est sur un projet, le temps ne compte pas. Ça ne compte pas. Là, ça s'arrête quand c'est fini. Tant que c'est pas fini, on y est, on s'arrange. Ça peut nous prendre 1 heure aujourd'hui, comme 5 heures demain. Mais cette instabilité, cette incertitude, ceux qui n'y sont pas ne le comprennent pas. Donc à un moment, je décide de freiner un peu mes activités au niveau de la danse pour m'investir un peu plus dans ma relation. Mais la danse, qui est une discipline, exactement, un exutoire, premièrement, et une discipline physique qui demande énormément la récurrence. Si tu ne travailles pas, tu perds. Tu perds en beaucoup de choses. Et puis, les choses se passent et tu n'es pas là. Les gombos ne t'attendront pas, les contrats ne t'attendront pas. Donc, tu diminues. Et bon, j'ai eu ce petit avantage que la personne avec qui j'étais, financièrement parlant, avait une certaine aisance. Donc, il couvrait et comblait à beaucoup de niveaux. Donc, si j'ai dû mettre de côté pas mal de choses qui étaient de la manière dont je vivais, c'est pas grave. Pendant un temps, le fait qu'il le comblait suffisait. Mais en fait, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de travailler. Et après, j'ai été enceinte. Encore une pause.
Je tombe enceinte, quand j'accouche, encore une pause. Après, quand j'ai un petit, on s'attend à ce que maintenant que tu as un enfant, tu dois faire moins, on doit te voir plus parce que j'ai un certain âge. Oui. Je vis avec elle et qu'il y a les enfants. Donc, on ne comprend pas pourquoi j'ai raté telle prestation, pourquoi j'ai comme ci, pourquoi j'ai comme ça. Mais c'est mon mode de vie. Oui. Mesdames et messieurs, c'est mon mode de vie. Si je dois arrêter, c'est parce que mon corps ne peut plus, c'est parce que je veux me ranger dans un autre couloir. Mais pas parce que quand vous regardez, vous estimez que je n'ai plus à faire ça. Après, votre métier est souvent considéré comme un loisir, mais la plupart des artistes le font parce que c'est ancré en eux, en fait. Comme je disais, c'est un exutoire, c'est eux, l'art qu'ils pratiquent est généralement la personne qu'ils sont. Ils sont, exactement. Donc, les gens ne comprennent pas. Les gens qui ne sont pas des artistes, les gens qui ne sont pas du domaine peuvent ne pas comprendre. Et je pense que, personnellement, en toute honnêteté, je n'imagine pas vivre ma vie avec un artiste. Parce que je me dis, c'est demandant, autant pour lui que pour moi. Vous vous imaginez un peu sortir avec un chanteur qui va, même pour le travail, poser avec une fille, qui va s'afficher avec une femme, qui, dans ses clips, va être très tactile avec une personne, etc. Ça pourrait être compliqué pour moi, je ne pourrais pas supporter. Et du coup, le fait qu'on ne comprenne pas ça... C'est que moi non plus, je ne me mettrais pas avec un artiste. Ah. Moi non plus. C'est bizarre, mais moi non plus. Ça serait compliqué. Oui. Vos programmes pourraient être très différents. Et à ce moment-là, vous voyez quand vous profitez à quel moment de votre relation. Voyez un peu. Donc moi, je peux comprendre votre belle famille, votre famille, vos proches qui réclament votre présence un peu plus. Parce qu'ils ne comprennent pas. Vous avez bien dit que votre époux, lui, par exemple, c'est 7h, 15h. Et une fois qu'il est sorti de chez lui, si le travail l'appelle, c'est que... Enfin, une fois qu'il est sorti de son bureau, si le travail l'appelle, c'est qu'il y a une grosse urgence. Et généralement, ça peut attendre le lendemain ou le jour d'après, ou la semaine d'après. Mais vous... Des fois, c'est à l'improviste. Il y a un artiste qui manque de danseurs. Ou il y a les gombos, c'est voilà. Ça. Où tu peux être là. On te dit que de là, il y a un truc. Voilà. Vous travaillez jusqu'à 2h du matin. Vous présentez ça le lendemain. Voilà. Donc, vraiment, vivre comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que votre époux doit être un homme très patient, très fort. Et donc, tout ce qu'on disait au début, là, il doit avoir ça. Non. Non. Mais ce qui ça fonctionne quand même. Ça fonctionne parce que quand vous êtes deux personnes pleines de bonne volonté et que vous voulez que ça fonctionne, oui. Chacun fait des compromis. Alors, il a compris, parce qu'à un moment, comme ça posait vraiment beaucoup de soucis, j'ai arrêté de danser. Je suis allée travailler dans un bureau où j'étais au bureau là-bas à 7h30. À 15h30, j'étais rentrée chez moi. J'ai dû faire ça 1 an et demi, 2 ans. C'est lui qui m'a dit que bon, d'accord, gagne, regarde, retourne. Parce qu'à un moment, c'est plus toi. C'est plus toi, tu fais la chose sans âme, sans passion. Je la faisais bien. C'était une tâche, j'étais agent... agent client, recouvrement, voilà. Donc, c'est pas compliqué. C'est un truc, tu sais que bon, tu pointes les factures, voilà, tu vas à tel endroit pour encaisser, vous faites le point en début de semaine, vous faites les machins, à la fin du mois, vous faites le point, c'était voilà, récurrent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a senti malheureuse? Et lui et ma famille, pour eux, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on m'avait enlevé. Donc, je suis quelqu'un de... Je ris fort. Je pleure facilement. Je crie quand au besoin. Quand je m'énerve fort. Vraiment, je suis très entière. Entièrement. Mais si tu m'amènes dans un endroit où on me demande de mettre un habit au-dessus du genou, je dois me couvrir, je dois rester assise devant un ordinateur et puis je m'y habitue, je fais. Mais pour faire ça, il faut que j'enlève une bonne partie de moi pour que ça prenne et ça prend pas. Je me suis travestie. Je me suis travestie. Et le problème quand tu te travestis, c'est que à côté, quand on s'est rencontrés, j'étais un genre de personne et ça lui a plu. Ma famille sait quel genre de personne je suis. Et pour eux, moyen, long terme, c'est pas possible que je puisse continuer comme ça, j'aurais été malheureuse. Et à un moment, ils m'ont dit que arrête, fais autre chose. Exactement. Alors, est-ce que vous avez toujours eu envie de vous marier ou bien c'était la suite logique à votre relation? Je crois que c'était la suite logique à ma relation. Que ce soit petite, adolescente ou même commençant mes relations, je n'ai jamais eu vraiment l'intention de me marier. Même la première fois avec le père de mes enfants, on s'est paxé, comme je vous ai dit, pour des raisons logistiques, mais il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, mais au fond, je savais que je n'allais pas le faire. C'est pas du tout. Après, l'expérience avec mon mari actuel était différente. Vu comment on s'entendait, vu comment ça marchait, pour moi, oui, c'est logique. Et puis après, il y a une petite féerie dedans où tu te dis que, écoute, si j'ai l'occasion de la vivre,
Roland Jeunesse. Ouais. Donc, le titre de l'épisode, c'est « Marie-toi et sois heureux » ou pas. Vous vous positionnez plus dans quelle partie de cette phrase ? Marie-toi et sois heureux ou marie-toi et sois pas forcément heureuse ? Je me positionne dans marie-toi. Ok. Marie-toi est un choix. Tu choisis une union, c'est-à-dire le mariage, c'est un contrat personnel, c'est un engagement entre deux personnes qui est personnel, légal. Vous le faites devant les hommes, vous le faites. C'est-à-dire, quand le maire parle, moi j'écoutais. Vous arrangez pour décider de comment vous allez faire votre vie, l'établir et comment vous allez avancer. C'est ça que j'ai choisi en toute conscience et que je ne regrette pas du tout. Sois heureuse, c'est pas un contrat qui fait le bonheur. Pas du tout. Ce qui fait le bonheur, ce sont les choix. Est-ce que la vie que tu mènes te convient ? Est-ce que la manière dont les choses se passent vont ou ne vont pas ? Quelle direction tu choisis ? Tu sais que tu peux la suivre à moyen et long terme. C'est ça qui fait le bonheur. Donc, on peut très bien te marier, être heureux ou ne pas l'être. Mais c'est plus par rapport au choix que tu as fait. Maintenant, c'est clair que si vraiment tu as un très mauvais mari ou bien une très mauvaise épouse et que il y avait les red flags partout et tu n'as pas voulu les écouter, ben oui, tu seras malheureux. Mais quelque part, deux personnes de bonne volonté qui naturellement ont voulu faire la chose, ont épousé la magie, étaient en accord à ce moment-là, se sont mariés pour ça. Le bonheur, c'est comment il fonctionne après. Oui, exactement. Merci. Franchement, c'est très profond. C'est très profond. Et c'est une des questions que j'appréhendais énormément. Je ne savais pas ce que vous alliez répondre. Et franchement, ça m'a... It's very catchy. Ça m'a vraiment attrapée, en fait. Donc, vous avez dit plutôt que vous ne vous projetiez pas forcément dans le mariage, que vous n'aviez pas une imagination, enfin, que vous n'étiez pas du genre à vous marier. Et je me reconnais dans ce que vous dites, parce que comme je dis souvent à mon petit ami, quelqu'un avec qui je m'entends super bien, ça se passe, franchement, je crois que depuis que j'ai commencé à fréquenter des hommes, j'ai jamais été aussi bien traitée. J'ai vraiment le princess treatment. Franchement, j'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un, et mais pourtant je ne vois pas l'intérêt de me marier avec lui, parce que je me dis s'il fallait qu'on se marie, ça serait parce que peut-être parce qu'on ne pourrait pas, disons qu'il est affecté quelque part pour travailler par exemple, et que pour que moi je puisse le rejoindre, il faut qu'on soit mariés. Rapprochement d'époux, donc voilà ce genre de choses. À ce moment-là, on peut se marier. S'il y a une raison, si pour une raison ou pour une autre, l'avenir des enfants est en jeu, on peut essayer de se marier. Si, je sais pas moi... mais il faut une vraie raison pratique. Une vraie raison, vraiment valable. C'est pas une affaire de féerie ou bien pour le romantisme ou pour... c'est pas ça pour toi. Non. Sur le court terme, tout de suite, avec tout l'amour que je lui porte, tout le respect que j'ai pour lui et l'estime que j'ai pour lui, je me vois pas en train de l'épouser. Mais pourtant, je dis bien, il me traite bien. Et je vous assure une femme que... qui veut dire ça en 2025, c'est fort, hein. J'ai déjà au micro et tout, j'ai déjà peur de ce que ma belle famille dira en écoutant l'épisode, mais franchement... Il y a qu'au du courage. Je me dis... Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu la chance que vous avez eu de voir vos parents évoluer, être mariés et vivre jusqu'à aujourd'hui leur relation amoureuse, leur mariage qui fonctionne. J'ai eu 2 parents qui ont été ensemble, qui se sont remariés chacun de son côté. D'accord. Et les 2 mariages de mes parents n'ont pas été un exemple parfait. Ils étaient amoureux. Une chose sûre, mon père était très amoureux, ma mère pareil. Mais malgré tout ce qu'ils ont donné dans ces unions-là, ça n'a pas fonctionné. Et... aujourd'hui, chacun est de nouveau divorcé en fait. Et je me dis, qu'est-ce que ça pourrait me coûter ? Qu'est-ce que je pourrais donner et me retrouver à perdre pour ensuite divorcer ? Parce que moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est vite fait. Franchement, c'était à une époque où la femme n'avait pas de vision aussi claire qu'on en a aujourd'hui. La femme était très limitée, etc. Donc, aujourd'hui, aussi libre que nous sommes, aussi indépendante, étant donné qu'en plus on nous demande de rapporter plus ou moins les mêmes choses sur la table qu'un homme, je me dis, jusqu'à ce que la mort nous sépare, la mort arrive très vite. Elle arrive vraiment très vite. Et là, je souvent même pas le temps d'arriver. Voilà, et ce qui se passe au milieu là. Ce qui se passe au milieu là. Tu vois que c'est long. La mort peut être, je sais pas moi, un manque de respect. La mort peut être violence conjugale. La mort peut être la meilleure amie de mon mari. La mort, il peut s'agir de je sais pas moi, de mon... La mort peut être même dans le coin là. Voilà. Elle est partout. Ça peut être... Et ça tu le couples. Ça ne va pas être quelqu'un qui va venir le poignarder ou me poignarder et puis voilà, on lance les violons, on nous enterre, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi.
Ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai tellement peur d'échouer mon mariage. Parce que je me dis, mince, Darlene, tu n'auras pas pu faire mieux que tes parents, en fait. Et je pense que cette affaire de parents-là, ça a une grosse influence sur nous parce que on est deux femmes, deux trentenaires avec deux expériences d'enfants différentes. Le fait d'avoir vu ce foyer hyper stable par rapport à mes parents, et moi j'ai le modèle de ça fonctionne. Donc j'ai toutes les raisons et même deux, trois exemples ou même deux, trois trucs que je sais qui moi m'appuient, c'est-à-dire ma position devant la résilience à l'adversité va être différente parce que j'ai vu mes parents, que ce soit par rapport à nous, par rapport à tout le reste, où ils ont fait preuve de résilience et ça a payé, ça a marché. Je sais que ça fonctionne. Je comprends le principe de ne faire qu'un parce que mes parents, ils sont tellement complémentaires que même si nous sommes 5 enfants, c'est-à-dire c'est autant maman est autant importante que papa normalement. Oui. Parce que l'un d'entre nous essaie de dire un truc de déplacer à maman, de toute façon papa va réagir là. Et vice versa. C'est-à-dire c'est pas possible. Oui, oh, tu ne tentes même pas. Et on te parle de personnes de 71, 74 ans. Tu ne tentes pas. Donc cette magie-là m'a élevée. Forcément quelque part en moi ça a influencé le fait que naturellement je me suis mariée, je pense. Quant à ta position, j'ai envie de dire, tu sais très bien que c'est pas obligé. Parce que ça peut mal se passer. C'est un fait, voilà. Donc, quelque part, tu restes influencé par ton expérience. Et effectivement, pourquoi aller aussi loin? Pourquoi se lancer si c'est pas pour faire mieux qu'eux? J'ai eu ce ressenti quand j'étais avec le père de mes premiers enfants. Je me suis dit que, Rebecca, comment tu peux échouer comme ça, mon de tes enfants? Parce que j'ai grandi dans un truc qui, moi, m'a bien aidé, mais mes premiers enfants, les pauvres, ils vont pas connaître l'équilibre que j'ai eu. Parce que le fait d'avoir eu papa et maman à côté, ça m'a aidé à ceci, ça m'a aidé à cela, ça m'a accompagné. Ceux-là, ils vont faire comment? En plus, dans 2 continents différents, en plus, donc j'avais un grand questionnement. Quand je réessaye, je me rends compte que bon, là, écoute, 4 enfants de père, laisse tomber, c'est pas le modèle de tes parents. Mais ça veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, qu'est-ce qui te reste? Les armes que tu as vues. Ce que tu sais que même si les époques ont changé, mais dans tous les cas de figure, c'est un trait de caractère, un principe qui aide dans le couple et dans le foyer, garde-le et fais avec. Et c'est avec ça que je fonctionne. En tout cas, moi, peut-être d'ici quelques années, peut-être quand on aura été sûr que si on se met ensemble, si on se marie, ça ne va pas s'arrêter. Si on se promet, je sais pas moi, si on se promet à la vida, à la muerte, ou je ne sais pas. Tu sais, il y a un truc que je disais tout à l'heure, quand tu as parlé du fait tu as peur de l'échec. À l'école, j'étais un cancre. Je n'étais pas bête, mais j'étais un cancre. J'ai jamais été une bonne élève. Pas parce que je n'y arrivais pas, mais l'hyperactivité faisait que je ne pouvais pas rester longtemps assise, me concentrer longtemps. Et quand j'ai perdu la concentration, je veux passer à autre chose. Donc j'embête le professeur, je dérange les autres. Toute ma scolarité a été comme ça. En fait, à partir de la 5e même, je veux dire. Donc j'ai très, très souvent échoué. J'ai souvent échoué à l'école. J'ai souvent échoué à part à la danse. J'ai échoué dans quasiment tout. Donc pour moi, l'échec n'est pas une fatalité. Je sais qu'on rate. Quand on rate, on recommence. Ça n'a pas marché, si ça marchera là-bas. Donc me lancer, que j'ai envie, on part. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, au moins j'aurais essayé. Donc la peur de l'échec, c'est que tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses, les entreprendre, et ça fonctionne. Et ça va y aller. Mon petit conseil, n'aie pas peur. Si un jour, l'inspiration ou l'envie te vient, lance-toi, essaye. Fais tout pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tombe. Nettoie les genoux. Tu nettoies ici, tu nettoies. Et tu redémarres, tu te lèves. Tu repars. On va essayer. On va essayer d'appliquer. Mais c'est le cœur. Il faut d'abord que le cœur décide, la tête suive. Parce que, en fait, je ne sais pas comment je le vivrais. Pour avoir été dans une relation où j'étais plus ou moins proche de la phase mariage, je suis sortie de là. Enfin, toute ma vie, je l'ai remise en question. Quasiment toute ma vie avait été remise en question parce que pendant 5 ans, je vivais à son rythme, je vivais pour le satisfaire, et etc. Et je me dis... Moi, c'est le pire, ça. Oui. Je me dis, retomber dans ça, refaire ça, tu te maries avec quelqu'un dont tu te sépares, avec qui tu as peut-être créé, monté des business investis, ou je sais pas, eu des enfants, etc. Tu as fait toute ta vie, tu as construit toute ta vie autour de la personne ou avec la personne. Et quand ça s'arrête, tu fais comment pour redémarrer?
Et je pense que beaucoup de nos mamans ont eu ce problème-là. Même de femmes en général, où à tort, au risque de me faire fustiger par ma copine, on fait nos vies autour de personnes, autour des hommes, parce que en même temps, quand aujourd'hui la femme, c'est quoi? C'est le problème de la charge mentale, l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas, qui tombe malade, on les soigne, les vaccins, la maison, la belle famille, ta famille à toi. C'est-à-dire, il y a tout un, on s'occupe de tout, tu deviens une espèce de pieuvre. Les tentacules doivent aller dans tous les sens, ça doit fonctionner. Et la tête, c'est même pas toi. Il y a un monsieur au centre que tu dois élever, que tu dois accompagner. On nous a éduqué, la société nous éduque pour ça, et inconsciemment nous dit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Une bonne femme, aujourd'hui, c'est quoi? C'est celle qui arrive à faire que son mari brille, il est devant, elle répond à ses besoins, elle répond aux besoins des enfants. Notre univers, à un certain âge, tourne autour de ça. Exactement. Aujourd'hui, après, il a trouvé une 25 ans de mots, ou bien vous n'entendez juste plus. Et puis ça passe pas, et tout s'écroule. Donc, si tu as mis 10 ans à ne faire que ça, quand ça s'arrête, tu fais quoi? Parce que tu n'as appris à faire que... Et je mets un point d'honneur à ne plus... parce qu'à un moment, je faisais ça, à ne plus tomber là-dedans. Il n'est plus question que mon univers gravite autour de quelqu'un. Mon utérus, même 4, j'en ai sorti, ça ne tourne plus. Non, autant je vais prendre soin d'eux. Vraiment, mes enfants, je pense que amour inconditionnel, c'est un mot. Mais ce qu'en tant que mère, on ressent est bien au-delà de ça. Clairement. Dieu seul sait ce que je ferai et je donnerai pour eux. Mais qui n'ait pas l'impression que dans ma vie, là, il n'y a que ça que je dois faire, ou bien ce que je ne dois fonctionner qu'à partir de ça. Pas du tout. Je les ai eus volontairement. Je suis une adulte, je connais les compromis, mes devoirs, mes tâches, je les connais, mais je ne suis pas que ça. Il n'y a pas que la maternité qui me définit. Il n'y a pas que le mariage qui me définit. Il n'y a pas que ça. Rebecca, c'est quelqu'un à part entière. Mon petit côté égoïste, là, je décide que quand j'ai terminé avec... enfin, même pas terminé, je dois réussir à mêler ma vie de mère, ma vie mon rôle en tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que fille, tout ça. Pour que quel que soit ce qui lâche, ce n'est pas grave, il y avait autre chose. Ouais. En tout cas, petit disclaimer comme ça, parce que je sais qu'il y a quand même ma belle-sœur qui écoute. Oui. J'aime ton frère. Donc voilà, j'aime ton frère. Oh. Enfin, comme elle me dit souvent, je vais finir par t'organiser un mariage surprise. Donc, Rebecca, vous êtes mariée à la coutume ou pas du tout? Je me suis mariée à la coutume, à l'état civil, et j'ai même fait la bénédiction nuptiale. Waouh, jusqu'à ce que la mort vous sépare vraiment, en fait. Donc, moi, je vais m'accentuer sur le mariage coutumier parce que moi, je suis une amoureuse de la culture gabonaise. Et je ne sais pas s'il y a ça du côté du nord du pays, mais dans le sud du pays, donc, parce que moi, je suis guissière, donc je suis de Fougamou. Et dans le sud du pays, ce qu'on fait, c'est que durant le mariage... Le panier. Voilà. Le Seigneur. On donne à la femme un panier que normalement le fond doit être ouvert. Donc c'est un panier qu'on va dire percé, qui est censé représenter pour la femme son aptitude à pardonner, à supporter les aléas du foyer, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Vous avez été mariée à la coutume, vous avez fait le mariage coutumier. Est-ce que vous aviez un panier? Est-ce qu'il était percé? Est-ce que le concept qu'il représente aujourd'hui est appliqué dans votre couple? Le panier chez les femmes, il n'est pas percé. Mais tous les paniers laissent passer des choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas remplir un panier d'eau. Donc, c'est volontaire qu'on nous le met et on ne met pas ça n'importe où. On met ça au lot. Donc, tu portes ça. Le principe du panier percé, je ne suis pas d'accord. Je pense que la société devrait évoluer dans l'éducation qu'elle donne. Elle devrait évoluer avec son temps. Peut-être 50 ou 100 ans, un panier percé pouvait peut-être avoir sa place parce que les hommes de cette époque-là étaient sûrement avaient l'éducation qui matchait avec ça. J'ai l'impression aujourd'hui que dans les mariages de la coutume, là, on va conseiller les femmes, on conseille que tu dois supporter la résilience. Oh, ton mari, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand on a fini, quand on va voir l'autre côté, on demande c'est qui le chef de famille. On te confie la fille. Donc, s'il y a problème, c'est toi qu'on vient voir. Regardez, elle est bien, elle est dans tel état. On veut qu'elle reste comme ça. Mais on dit rien à ce monsieur, en fait. Rien. On lui dit rien du tout. Pas grand-chose. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on continue à inculquer inconsciemment un rôle aux dames sans pour autant inculquer aux hommes le statut qui va avec. On dit aux femmes qu'on les honore quand on vient les épouser. Mais vous dites quand vous avez dit à quelqu'un que oh non, c'est parce que tu honorais l'autre. Lui, inconsciemment, il se dit que après ce que j'ai fait pour toi, je t'ai élevé, tu me dois, tu devrais. Non, nous sommes mariés tous les deux.
Donc, nous avons un devoir tous les deux. Effectivement, tout à l'heure, tu as parlé du fait que quand tu parlais de ton futur mari, qu'il devrait être grand, fort, subvenir à ceci, puissant, pourvoyeur. Voilà, pourvoyeur. Mais cette affaire de pourvoyeur-là, quand on a fini de mettre la nourriture sur la table, les enfants finissent d'aller à l'école et qu'il y a un toit, il n'y a pas les trous parce qu'on a les moyens de faire une toiture solide et des murs solides. Notre relation, toi et moi, ça se passe comment? Exactement. Si on n'a pas été élevé, si tu n'as pas ce qu'il faut pour maintenir la flamme, la relation, continuer de considérer que, ok, d'accord, on est mariés, mais dans le mariage, il y a aussi une affaire de couple, il y a aussi une affaire de toi et moi, à part le fait que je suis la belle-fille des gens, je suis la mère des gens, je suis épouse, je suis ta personne. L'affaire de ta personne là, ça se passe comment? Et ce n'est pas seulement, c'est important de dire que c'est pas seulement l'intimité pour concevoir les enfants. Il y a une relation réelle que l'homme et la femme doivent entretenir au-delà du fait qu'ils sont parents, au-delà du fait qu'ils doivent avoir d'autres enfants, au-delà du fait qu'il y a la libido à assouvir, etc. Il y a une vraie relation, une connexion qui doit exister. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les femmes, naturellement, là, toujours, ça se maintient dans cette envie-là, de toujours avoir ta personne avec qui vous avez. Mais c'est comme si à un moment, les hommes, il y a un détachement qui se fait. Oui. Parce qu'il est le pourvoyeur, il t'a honoré. On le met dans une certaine position. Il en oublie que en face, il y a toujours un être humain. Et il y a la go avec qui je sortais. Là, quand on était au lycée, on faisait comme si, on faisait comme ça, on se baladait. On avait une complicité, on riait ensemble, on partageait beaucoup de choses. Et beaucoup de couples, de mon point de vue et de mon expérience, on sombre dans le fait de devenir que époux, parents, les responsabilités, les devoirs et les compromis. Mais on en oublie le côté relationnel, qui n'implique pas tout ce qui se voit, tout ce que la société attend de nous. Et c'est l'une des raisons qui me font vraiment peur avec le mariage, en fait, parce que les hommes vont nous considérer comme acquises. Ils vont nous considérer comme acquises, même dans la relation, hein, même quand vous êtes seulement en couple, au bout de 3 ans de relation, le gars arrête de t'envoyer des fleurs, le gars arrête de te faire sortir, le gars arrête de te dire je t'aime, tu le sais déjà, ça sert à quoi que je le dise. Et du coup, tout ça c'est parce que, comme on disait, aux hommes on apprend, aux femmes on apprend la douceur. Tu dois être le havre de paix de ton mari. Exactement. Donc, tu dois, en dehors de, on peut le dire, en dehors de lui faire l'amour comme une déesse, etc., tu dois pouvoir le mettre en paix avec lui-même, avec sa famille. Tu dois, je sais pas moi, prendre toutes ces tensions. Exactement ça, tu prends ces tensions. Tu prends ces tensions, tu gères. Ses relations, son état d'esprit, il faut qu'il aille bien. Il faut toujours maintenir à son équilibre psychologique, moral et mental. Et on ne réalise pas la pression ou la charge que ça représente pour la femme. Parce que ce que tu prends de lui, tu mets ça où? Tu mets ça où en fait? Et à lui on dit, oh non, une fois qu'elle a l'argent, une fois qu'elle a à manger, une fois que les enfants vont à l'école, une fois que les enfants peuvent se distraire, une fois que tu es sûr, comme tu dis, et comme vous disiez, le toit ne coule pas, une fois que ceci, cela, c'est bon. C'est pour ça que je pense que le problème avec le principe du mariage et de l'union, il est éducationnel. Parce que tu peux même pas leur en vouloir. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment leur femme, mais ils sont conçus comme ça. Il y a des paramètres qu'on ne leur a juste pas mis. Exactement, les applications ne sont pas installées. Tu viens, tu prends l'élément comme ça, tu te dis que oh mince. Après, le travail, c'est d'essayer d'installer ce que tu peux, qui peut essayer de faire office, d'essayer de rappeler, mais la chose dont tu parles, qui est tout ce que parce que quand tu as fini d'essayer de veiller à son équilibre physique, psychologique, moral et mental, il y a vos enfants. Il y a les enfants. Il y a les enfants, toi-même tu es enfant de quelqu'un. Et puis il y a sa famille. Il y a sa famille. Il y a ta propre famille. Il y a ta propre famille. Après, il y a aussi ses amis qui deviennent comme sa famille. Ça compte. Il y a les tiens. Tout ça là, en fait, il n'y a pas de moyen on oublie que cette charge-là, une fois que tu la prends, elle doit aller quelque part. Quand tu t'oublies et que tu ne te limites que à ça, tu prends et tu ne décharges jamais nulle part. Et c'est ça où pour moi, chez la femme, c'est là où le danger vient. Humainement parlant, tu dois pouvoir décharger quelque part. D'accord. En tout cas, maintenant, on va passer un peu dans les questions qui sont les questions sensibles. Moi, j'aimerais savoir quelle est selon vous la plus grosse illusion qu'on nous vend sur le mariage, si on n'a pas déjà abordé. La plus grosse illusion qu'on nous vend sur le mariage, c'est le fait...
c'est par rapport à la position qu'on donnera à ce que l'homme deviendra pour toi. C'est la sécurité. C'est, oui, c'est ça. Ce que l'homme deviendra pour toi et puis la sécurité. On se dit que quand une femme est mariée, elle est en sécurité. Non, ça veut juste dire qu'il ne peut pas se débarrasser de toi du jour au lendemain. C'est tout. Que ce ne sera pas simple. La manière dont il va te considérer, il ne faut pas forcément penser que parce que tu es son épouse, tu auras un traitement qui te sied, forcément. Absolument pas. Le mariage, c'est beau, c'est féerique. La préparation, c'est vrai que c'est stressant, mais quand tu vis le moment, n'importe quelle personne aimerait qu'un jour, ce soit le sien, où tout est joli, on te fait de belles déclarations, tu lis l'amour dans les yeux, tout le monde est content, ça se célèbre, on célèbre une union. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais après, il y a le demain. Il y a le demain et cette illusion-là, c'est vraiment se dire qu'une fois que tu as signé le papier là et qu'on a fait la fête, ça va suivre, ça va couler de source. C'est faux, absolument faux. Et comment vous avez vécu le moment de réalisation de ça? De quoi? La fête ou bien... La fête est finie, les parents sont rentrés, ça fait quelque temps que vous êtes mariés et il y a des changements de plus en plus présents. J'ai pas vu la chose venir. Parce que la chance que j'ai eue au début, mon mari et moi, je veux dire, on s'est connus. C'est encore compliqué de faire la distinction. Parce que si je parle au passé, en fait, on n'était pas encore mariés. Voilà. L'avantage, quand on s'est connus, nous étions des amis. Donc, on s'est connus, mon premier fils, de ma relation antérieure, avait 9 mois. On s'est mis ensemble, ma deuxième fille avait 1 an et demi. Donc, on s'est vraiment connus, on s'est côtoyés. Et comme on se connaissait, quand on s'est mis ensemble, beaucoup de problèmes sont survenus par rapport à son comportement, son caractère, son milieu, par rapport à mon comportement, mon caractère et mon milieu. Donc, on a pu quand même résoudre 2-3 trucs. Ce qui fait que la relation avance, après le mariage passe. Le temps qui a suivi après, c'était une continuité de la relation qu'on avait seulement avant. Mais je pense que s'il faut aller toucher un peu quelque chose de délicat, on a grandi. On a grandi. C'était plus ça le problème. Et en grandissant, je suis devenue un genre de femme, il est devenu un genre d'homme. C'est maintenant s'actualiser, savoir si ce genre de femme-là et ce genre d'homme-là, comment on peut s'arranger pour que ça matche. Et c'est ça qui n'est pas simple. Parce que maintenant, là, que les gens sont de plus en plus affirmés. Il y a 10 ans, franchement, il y a des trucs qu'on peut encore modeler. C'est encore possible. Je pense que mon mari était quelqu'un, c'était comme une espèce de feuille blanche où je pouvais encore ajouter, écrire de nouvelles choses. Là, maintenant, c'est moins évident. C'est plus une feuille. On est sûr de la brique parce qu'il s'est un peu renforcé avec tout ce qui s'est passé dans la vie et tout ça. C'est quelque chose. Mais moi aussi. Et comme j'ai dit, j'ai grandi. Mon oui est un oui. Mon non est un non. Je m'affirme. Après, inconsciemment, la société vient encore peser sur le mental des hommes où le principe de soumission qu'on vient leur inculquer, là, qu'il faut que la femme soit soumise. Pour moi, il y a une confusion. Ce qu'ils vont appeler soumission, c'est le fait que quand on te dit, dis oui. On te demande, tu dois. Mais lorsqu'on éduque des enfants, qu'on construit, qu'on fait des projets, chacun a son expérience. Je peux avoir une vision qui va dire que, ah frère, là où on part là-bas avec l'enfant, ce n'est pas bon pour lui si on fait comme ci, si on fait comme ça. Il y aura ce côté où l'homme va vouloir s'imposer en disant que j'ai pris la décision, j'ai dit que c'est moi l'homme, on doit faire. Mais quand il s'agit de sujets délicats, comme l'éducation des enfants, les projets de vie, la maison, où je sais que l'impact à moyen, long terme va embêter, je ne vais pas me taire. Et je ne vais pas laisser tomber. Et là, il y a une espèce de bagarre. Friction. Il y a une espèce de friction où chacun va essayer de montrer qu'il est un homme. Moi, j'estime que de mon expérience, c'est moi qui suis à la maison avec les enfants, avec ceci, avec cela, c'est moi qui vais porter. Donc, ne me demande pas de porter quelque chose que je sais que ça ne va pas tenir. Et c'est là où, pour moi, l'autre combat commence, où la suite, où maintenant qu'on devient des adultes et qu'on est déjà plus ou moins formés, comment on fait pour à chaque fois trouver les justes milieux. Et ça allait être ma question d'après. Je voulais demander comment ça se passe l'éducation avec les enfants, discipline, liberté, l'équilibre, comment... Papa a dit, maman a dit, papa veut qu'on fasse, mais maman ne veut pas. Maman veut qu'on fasse, mais papa ne veut pas. Comment ça se passe en général? Alors, l'éducation qu'on donne est très influencée sur celle qu'on a reçue. Oui, exact. Donc, moi, mes parents très fusionnels qui ne faisaient qu'un, mon père était quand même quelqu'un de très... était très gentil avec nous, il nous passait plein de choses.
C'était maman qui avait vraiment le rôle de celle qui devait vraiment le problème. Mais, comme j'expliquais, j'avais toujours un plan avec l'ordre de la discipline, hyper active, je n'étais pas sage. Ma mère n'a jamais manqué une occasion de me montrer mes défauts. Jamais. Elle a toujours été quelqu'un de... pas sévère, mais sache que si tu as déconné, rien ne passe. Ouais. Et plus tard, ça finit par payer, ça finit par servir, tu vois. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, avec mes enfants, je comprends l'importance de ça. Mais mon mari, j'aime lui dire que tu as des œufs de Fabergé, au lieu d'avoir des enfants. Les œufs de Fabergé, des espèces de pièces précieuses où il y a le rubis, le diamant, les voilà, où il n'y a que 9 pièces sur la terre, donc on les pose sur un meuble comme ci, comme ça. Non, gars. Ce sont ces précieux. Non, gars. C'est 2 humains qui sont là-haut. Ouais. Et les 2 humains-là, un jour, ce seront les maris des gens, les colocataires, les collègues, les compagnons. Un jour, ils sortiront de notre maison. Quand ils vont sortir d'ici, si on ne les a pas armés, dehors, là-bas, ils vont avoir des problèmes. Donc, c'est vrai que c'est beau. Et puis, ça fait mal quand tu dois punir ou sanctionner ton enfant. Mais tu sais que c'est un mal nécessaire. Il faut. Et c'est là où, effectivement, lui et moi, ça va être un peu compliqué. Il va opter pour des méthodes plus douces, ou généralement se dire que, oh, comme ils sont petits, ça, on peut laisser passer. Or, moi, non. Dès que tu es en âge de comprendre, je t'explique. Et les méthodes, toutes les méthodes que j'estime être bonnes vont y passer. On est des Russes là, je refuse qu'il y ait un impoli dedans. C'est tant mieux pour nous, tant mieux pour le monde en tout cas. Voilà. Et comment ça se passe comment vous faites pour maintenir la vie de couple épanouie avec les enfants? Comment vous faites pour préserver la flamme, comme on dit? Parce que les enfants grandissent. Quand un enfant arrive, j'ai vu, parce que moi j'ai un garçon, quand un enfant arrive, c'est compliqué, le corps de la femme change, il y a des besoins qui se dirigent plus vers le nouvel arrivant que vers son partenaire. Donc, comment vous, avec vos 4 enfants, vous avez fait pour maintenir la flamme entre vous et votre mari? Parce que ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas forcément aussi. Non, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Il y a plein de tabous sur le fait que, écoute, après tout, tu restes une femme. Tu es devenue une mère, ok, mais tu restes la femme de quelqu'un. Et comment on fait pour continuer de rester la femme de quelqu'un? En toute sincérité, c'est vraiment mon expérience et mon point de vue. Je pense qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Quand tu es mère, et surtout, tu as fini avec 9 mois de grossesse, c'est extrêmement long. Tu as accouché, tu as un bébé, l'allaitement, les retours de couche, les coliques du petit, ton état physique, tout ça. Maladies. Les premières maladies, je suis désolée, si la personne n'a pas l'aptitude de comprendre que là, tout de suite, la priorité ne peut pas être lui. Mais il faut que la dame, elle se retrouve, la maman se retrouve, et l'enfant grandisse un peu. Ah, mon cher, à l'impossible, il n'est tenu. Oui. Donc, perso, si ce n'était que moi, j'aurais peut-être 7 ou 9 enfants. J'adore les bébés. J'adore ça. J'ai découvert, en fait, avec ma première maternité, quand j'ai montré mes bébés, je me suis dit, mais c'est magique. J'ai aimé le bébé, pas la grossesse. Voilà, le bébé. Donc, quand j'ai un bébé, je suis à fond. Tout ce qui est le pouponnage, allaiter et tout le reste, je suis vraiment à fond. Et c'est pas que je délaisse mon mari, c'est que je peux pas tout faire parce que je dors pas assez, je machine. Donc, avec le temps, les choses se remettent en place. Et est-ce qu'on peut dire que c'est plus facile maintenant que les enfants sont un peu plus grands? Oui, une fois que... Et puis moi, ça ne dure pas. Enfin, personnellement, ça ne dure pas. Donc, autant j'adore pouponner, autant comme j'ai dit, quand l'enfant commence à comprendre, je prône l'autonomie. Que le plus tôt possible, il soit propre le plus tôt possible, il puisse manger tout seul le plus tôt possible, il puisse faire tout ce qui est un peu basique tout seul. Parce que à un moment, j'ai commencé à prendre du temps pour moi et pour mon compagnon aussi. C'est principalement sur ça que je compte. Donc maintenant, comment continuer de faire vivre la flamme, de la faire vivre? J'ai envie de dire naturellement, je suis pas mémérisable ou mémérisante. C'est pas mon truc. Je suis pour continuer tout ce qui est complicité, rigoler, faire des choses ensemble, partager. Si tu suis, il n'y a pas de souci, on va le faire. C'est quelque chose qui naturellement viendra vers moi en fait. Donc c'est vraiment, j'y vais au feeling. D'accord. J'ai lu quelque part que normalement, pour que ça fonctionne, il faut les programmer. Mais je ne suis pas vraiment quelqu'un des programmes. Je sais que quand je suis passée à autre chose, j'ai fini d'être maternelle. Allez, je vais reprendre ma vie. Quand je vais reprendre ma vie, si tu en fais partie, il y aura une place pour toi, il y aura tout ça. Et avec du recul, quelle est la chose la plus importante que vous auriez aimé savoir avant de vous marier? Avec du recul,
j'aurais aimé savoir que on sort tous chacun de nos maisons en fait, avec nos principes et nos éducations, et que c'est pas si évident que ça de faire fonctionner et de les engrenages, oui, voilà, les engrainer. J'aurais aimé qu'on parle plutôt de la charge mentale. Si ma mère un jour écoute ce podcast, vraiment maman, je m'excuse. Je suis mais tellement désolée. Une fois on rentrait, petite anecdote, on rentrait de l'école, je devais être en 5e, chacun rentre et puis on arrive et puis il n'y a pas de nourriture à table. Et là on crie, mais maman, qu'est-ce qu'on mange? La manière dont la femme là s'est énervée avec moi, elle a pété un câble, mais terrible. Mon père aussi venait de rentrer du boulot, on l'a regardé comme un extraterrestre, mais tu t'énerves pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit qui change d'habitude? 28 ans plus tard, me voilà moi. Maman, je m'excuse. Vraiment, parce que maintenant, je comprends le fait. C'est bête, hein, mais le simple fait que si tu ne décides pas aujourd'hui de ce qu'on mange, on peut ne pas manger. Oui, exactement. Ça a l'air basique, mais il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu veux aller faire quelque chose et puis ça peut te prendre la journée. Il y a des jours où tu n'es pas d'humeur, il y a des jours où tu veux faire autre chose. Il y a des jours où tu as envie de demander, toi, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, on fait quoi? Tu as envie que quelqu'un un jour prenne le relais? Moi, il y a un truc que ma mère faisait quand on était enfant et je me disais, je pense qu'elle va découvrir ça en écoutant le podcast. Je me disais, mais attends, maman ne nous aime pas ou quoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle rentre du boulot, elle va s'enfermer dans sa chambre. Je me disais ça que, les seules fois où on passe du temps avec elle, ce qui fait que j'aimais bien être à la cuisine avec ma mère, parce que c'était quasiment le seul moment où je pouvais profiter d'elle. Ma mère, à une période, accumulait 2-3 emplois, et donc on la voyait jamais. On ne la voyait quasiment jamais. Et les rares fois où elle était à la maison, elle était enfermée dans sa chambre. Et je vous assure, Rebecca, j'ai découvert le plaisir que c'est que de s'enfermer dans sa chambre après le travail. Parce que tu rentres du boulot. Déjà, tu t'es levé hyper tôt pour préparer les enfants, pour être sûr que tu vas les déposer. Tu vas ensuite au travail. Moi, ce que je fais, c'est que je cuisine le week-end pour qu'on ait à manger toute la semaine. Donc, tu vas au travail. Avant de partir au travail, il faut t'assurer d'avoir sorti la bouffe du frigo pour que la plus grande, quand elle rentre, elle rechauffe. Et tu arrives. Elle est rentrée depuis peut-être 15 heures. Toi, tu as dû aller récupérer le petit à l'école. Tu arrives, elle n'a même pas réchauffé la bouffe. Du coup, déjà, tu es énervé de la journée merdique que tu as passée au travail, qui était compliquée comme tout. Tu es fatigué de tous les va-et-vient que tu as dû faire pour déposer l'enfant à l'école, aller au travail, aller le récupérer, rentrer par la suite et tout. Et tu arrives, il n'y a pas à manger. Le petit que tu ramènes, son dernier repas remonte à midi, donc il a faim. Et quand il a faim, il est en colère comme tout. Du coup, la seule chose que tu trouves à faire, toi, c'est de t'enfermer dans ta chambre. Et là, il y a des jours où je suis enfermée, je me dis, en fait, c'est maman qui avait raison, quoi. Il n'y a rien de mieux que ça, paix. En fait, toi, gère ton petit frère et puis vivez comme vous pouvez. De toute façon, j'ai déjà fait ma part. Si tu n'as pas été capable de réchauffer la bouffe, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, mais là, j'ai juste besoin de 5 minutes de pause. Et peut-être qu'eux, ils voient ça hyper long. Peut-être que dans leurs esprits, aujourd'hui, c'est mais est-ce que maman nous aime vraiment? Parce que même passer du temps avec nous, elle n'arrive pas. Mais quand tu as toute cette fatigue, tu dois être une femme forte au travail, tu dois être une femme forte dans ton couple, tu dois être une femme forte pour tes enfants, etc. 5 minutes pour toi, c'est vraiment... c'est le moins qu'on puisse faire pour toi, quoi. Là, je réalise qu'en fait, quand ma mère faisait, parce que ma mère ne prenait même pas 5 minutes, je me rends compte que j'ai l'impression qu'elle nous avait dans les pattes tout le temps. Quand elle rentre du boulot, elle est avec nous. Et puis le truc, c'est que jusqu'à ce qu'on aille se coucher, on s'endormait dans la chambre de nos parents. Ils nous réveillaient pour aller au lit. Et quand on se lève le matin, on revient dans leur chambre. Ça, là, on a dû faire ça jusqu'à ce qu'on ait peut-être 15 ans. Vraiment, je sais que mon frère et moi, on a arrêté. Parce que comme on rouvait trop, on va rentrer, on est fatigué, ou bien il a bu, ou un truc comme ça. Donc, on peut pas aller dans la chambre des parents. C'est pour ça qu'on allait chacun dans nos chambres. Mais sinon, moi, je sais que ma sœur aînée, je pense qu'elle le fait toujours. Elle a 40 et quelques. On prenait énormément de temps à mes parents. Maintenant, je me demande quand est-ce que maman elle avait son temps à elle. Parce que moi, par exemple, j'ai mon exutoire principal, c'est aller c'est danser. Il faut que je fasse ça. Il le faut. D'une manière ou d'une autre, je dois le faire. Le deuxième, quand j'ai pris sur moi, je vais sortir. Le genre de soirée que je vais aller passer là. Le lendemain, je me réveille avec le regret que, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Voilà, je vais m'excuser là-bas, je me rends compte que j'ai oublié ça. Mais vraiment, j'ai passé une soirée, le genre où tu sors. Tu n'es pas sorti pour rien. Le troisième, c'est être seule à la maison. Parce que, donc, j'ai toujours habité avec ma famille. Quand j'ai eu mon bac et que je suis partie,
J'ai eu une année disciplinaire au Sénégal. J'habitais chez ma sœur. J'ai eu mon bac, je suis partie. J'étais en colocation. Après la colocation, je suis tombée enceinte, je suis allée vivre avec le père de mes enfants. Quand je l'ai quitté, je suis allée habiter avec mes parents. Et après habiter avec mes parents, je suis allée habiter avec mon mari actuel. Je n'ai jamais vécu seule. Jamais. Je n'ai donc les moments où tu es toi, avec toi-même, je ne les connais pas. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, où un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait personne dans la maison. Et puis, il y avait du silence. Et je me suis dit, waouh, mais c'est bien ça. Il y avait moi et rien d'autre. Et maintenant, je m'arrange à ce qu'au moins dans une semaine, ou bien une semaine sur deux, un dimanche, quand mon mari n'est pas là, je fais partir les enfants. Je m'arrange à ce que le gardien soit hors de la maison. Je fais partir les nounous. Et puis, je reste seule, je suis allongée. Je ne fais rien. On ne me pose pas de questions. Il n'y a pas de bruit. Je suis seulement avec moi. Mais je ne me souviens pas que ma mère, elle ait eu ça. Il y a beaucoup de nos mamans là qui n'ont pas eu l'occasion de prendre du temps pour elles. Et franchement, moi, c'est un truc que je refuse de faire aujourd'hui. Parce que de toute façon, une maman qui n'est pas forcément en bonne santé, c'est une maman qui n'est pas forcément présente pour les enfants, quoi. Exactement. Je disais dans l'épisode... Ça ira un peu loin, une maman qui n'est pas épanouie ne peut pas avoir d'enfant épanoui. Je disais dans l'épisode que j'ai fait avec Marcel, qui parlait plus ou moins de psychologie et tout, que j'ai traversé une phase de dépression. Je continue de la traverser parce que la vérité, c'est que je continue d'échanger avec un psychologue. Parce que je me suis retrouvée avec trop de choses. Avec mon petit ami qui s'installe à l'étranger, avec ma mère qui est malade, qui s'installe chez moi, avec mon enfant qui commence l'école, avec moi qui déménage, le boulot, ça va pas, plein de choses. Et tout ça, ça a fait de moi une fille exécrable. Ça a fait de moi une amie absente, ça a fait de moi une mère qui impatiente, ça a fait de moi une petite amie reprocharde qui est toujours là à faire des reproches à son partenaire, etc. Du coup, tout autour de moi subissait la situation dans laquelle j'étais. Donc avec mon psychologue, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur des solutions pour que je redevienne Darlène d'antan, Darlène qui aime ses enfants, Darlène qui aime son petit ami et qui ne lui reproche pas ses propres échecs, Darlène qui est présente pour sa mère, Darlène qui est présente pour ses amis, pour que je redevienne celle que j'étais de manière entière. On a travaillé et pour ça passe, l'un des exercices qu'il m'a donné, c'est de refaire ce que je faisais avant, de me poser seule dans un resto avec un livre, de lire, de profiter du coucher de soleil, mais vraiment de m'accorder des moments où je ne suis la mère de personne, l'amie de personne, la petite amie de personne et l'enfant de personne. Entre-temps, m'a conseillé la même chose. J'en voyais aussi une à un moment et elle m'a conseillé la même chose. Voilà. Je n'ai pas réussi. Entre-temps, j'ai contourné le truc. Entre-temps, le but était quand même qu'il m'aide à me rapprocher des gens que j'aime, mais il m'a dit non, il faut prendre vos distances, madame. Parfois, créer des liens avec des gens, ça nécessite de s'en éloigner un temps pour réapprendre à vivre avec vous-même, pour réapprendre à vous apprécier en tant que personne. Donc, aujourd'hui, quand je peux, je m'assure qu'ils aient ce dont ils ont besoin et puis je m'isole. Je fais un truc que j'aime, seule. Et d'un autre côté, je n'oublie pas de les inclure quand il faut. Je ne mets pas de côté le fait qu'ils doivent s'épanouir avec maman à côté, etc. Mais quand il faut que je prenne du temps pour moi... Tu prends un temps pour soi. Vraiment. Et ce qui fait que beaucoup de nos mamans, nos grands-mères étaient dépressives. Tu te remets... Le temps pour toi n'existe plus, voilà. En fait. Tu deviens la chose qui s'occupe des autres, qui veille au bien-être des autres. Et vous avez utilisé le mot « la chose ». En fait. Oui, parce que tu n'es plus une personne à part entière. Ouais. Et justement, moi aussi, à un moment, j'ai traversé une crise hyper difficile. Et je suis allée voir une psy par rapport à ça. Et à chaque fois, donc je lui parle et j'étais dans le pratique. J'ai parlé du problème avec le mari, les enfants, la maison, Et à chaque fois, on est sur un truc, mais tu te sens comment ? Exactement. Tu te sens comment ? Oui, mais toi, parle de ton émotion, extériorise. Et c'est elle qui m'a rappelé, parce que je le faisais déjà avant, que tu ne peux pas être que ça. Tu ne peux pas être que ça. Et à un moment, s'il n'y a pas quelque chose pour toi-même, par rapport à toi-même, tu ne vas pas tenir. Et comme je dis, au lieu effectivement, on m'avait dit de trouver quelque chose qui allait me détendre, je dansais déjà. Et ce que je traversais, ce n'était pas suffisant. Donc, moi, j'ai décidé, et j'assume, de récupérer mon égoïsme. Je le remets dans moi. Et à chaque fois que je sens que là, je vais arriver à bout, je décompense. Mais ma manière de décompenser là,
C'est-à-dire, je sais que mes enfants vont me chercher, mon mari va se fâcher, mes parents vont me chercher bien quoi, mais je vais prendre la peine. Quand j'ai fini de décompresser, puis de dépressuriser totalement, je reviens prête pour le nouveau combat. Ouais. Ok, alors on a 2 ou 3 questions qui nous restent et on aura terminé notre échange qui est vraiment passionnant, j'ai même pas envie de m'arrêter. Donc il y a la question de l'abonné qui est la question de Malaika 7 qui demande si vous avez eu des discussions spécifiques avec votre futur mari à l'époque sur le mariage, notamment les finances, l'éducation des enfants, etc. avant de vous marier. Oui, et une spécifiquement, on est mariés, on a on appelle ça comment ? On a un contrat de mariage. Oh, ça se fait au Gabon ? Oui, Okay. je ne savais même pas. Et pour moi, ça a été un choc parce que comme j'ai dit, mes parents sont mariés en 1982. Donc, ouais, 81 ou 82. Et mes parents partagent tout. Absolument tout. Donc, moi, quand on me sort ça, je suis choquée. D'abord, je me demande qu'est-ce que c'est et pourquoi. Et j'ai signé. Ça a eu énormément de discussions, mais je pense qu'avec le recul, je m'y serais prise différemment. Parce que quand j'en ai même parlé avec mon père, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est machin, mon papa m'a dit, quand j'ai lu le truc et que je lui ai parlé du contenu, il m'a quand même dit que tu vas dans un endroit où on te fait signer un papier comme ça, mais on te prend pour qui ? Et moi, j'ai dit que mais de toute façon, là, quand je pars avec lui, c'est pas ce qui m'intéresse. Si ça doit s'arrêter, qu'il reparte avec ses choses. Et si j'ai rien, tant pis, je repars avec rien. C'est ce que j'ai dit à mon père. Et puis mon père a dit qu'écoute, si vraiment tu veux t'unir avec le gars et que tu penses que c'est le bon, nous, on t'accompagne et puis on sera toujours là à côté. Mais les discussions qu'on a eues, principalement, c'était autour de ça. Donc, disons que je suis votre petite sœur, Rebecca, ce que je suis contente d'être désormais. Donc, je suis votre petite sœur et je viens vous annoncer que finalement, j'ai changé d'avis sur le mariage et que je m'apprête à me marier avec mon petit ami. Qu'est-ce que vous me diriez sincèrement ? Sincèrement, ça dépend. Si tu es ma petite sœur et que tu n'es financièrement pas autonome et que ça fait 1 an que tu connais le gars, 1 an et demi, même 5 ans, mais que vous n'avez jamais vécu ensemble, je te dis qu'arrête-moi ça tout de suite. Arrête ça vite. Mais plus certainement, je vais vraiment pas essayer de te dissuader, mais te demander qu'avant, voilà, réfléchis bien. Trouve ton autonomie d'abord. Sois financièrement autonome. Et d'abord, toi-même, sois bien ancré dans quelque chose pour que quand il vient là, c'est pour la complémentarité, pour que vous soyez complémentaires, pas que quelqu'un vienne porter l'autre. Non, non. Maintenant, si c'est tu le connais depuis un moment, vous avez habité ensemble, donc tu as vu son coucoué qui habite là, chez lui. Et puis toi-même, tu sais que tu vas pas t'asseoir sur lui et être pesante pour lui. Tu vas pas être une charge supplémentaire. Tu vas parce que tu veux une union et que tu veux qu'elle prenne une certaine direction. Je te dirais que bon, essaye, vas-y, mais là-bas, c'est pas le miracle, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'investissement. Ce sera pas facile tous les jours, mais si vous deux, vous avez les bonnes intentions, les mêmes intentions, et que vous savez où vous voulez aller, écoute, vas-y. Le mariage n'est pas un fleuve tranquille. C'est loin d'être un fleuve tranquille. D'accord. Et donc, je pense qu'on va finir dessus. La question fatidique, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Non. Non, parce que le mariage, c'est un contrat d'une vie entre 2 personnes. Et pour moi, comme à la mairie, on dit souvent qu'il y a 3 actes. L'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. L'acte de mariage, c'est le seul acte qu'on signe en étant conscient. On n'a qu'un acte de naissance. Le reste, si tu fais un autre là, c'est le jugement supplétif. Un acte de décès. Pourquoi tu vas avoir 2 actes de mariage, 3 actes de mariage ? Tu essayes l'investissement moral, psychologique, émotionnel, financier, logistique et tout que ça demande. C'est pas un truc qu'on fait 3 fois. Pas du tout. Ça, c'est mon point de vue. Je vois que ce que je suis en train de donner dans ça, je n'ai pas envie de refaire. Non. Autant je ne regrette rien du tout. Tout ce que je fais, tout ce que je donne, c'est volontaire, c'est 100% moi, c'est sans aucune pression. C'est-à-dire, on ne me met pas la pression. Non, tu ne m'imposes pas, tu ne m'obliges pas. Je sais que j'ai des impératifs, je sais que j'ai des devoirs, des droits, que je me suis engagée, je dois m'y tenir, tout ça je sais, mais tu ne me forces pas. Donc là où je suis, j'y suis volontairement. Mais l'expérience que je suis en train de vivre, c'est pas quelque chose que quand j'aurai 43 ans ou 45 ans, je vais recommencer. C'est des trucs qu'on fait jeune. Il faut être modulable. Il faut être limite un peu influençable. Il faut avoir une résilience, une capacité d'encaisser, de recevoir aussi. Et tout ça, à un certain âge, tu n'as plus cette aptitude, je pense.
Donc non, je vais pas recommencer. Donc là où je suis là, j'espère que c'est pour un long moment et que... Jusqu'à ce que la vraie mort. La vraie mort, voilà, la vraie mort. Pas les morts qu'on voit partout passer, partout. En tout cas, merci Rebecca. On va prendre votre mot de fin. C'était un plaisir. Pour les fiers trentenaires qui nous écoutent. Alors, très chers fiers trentenaires, moi ce que je vous dirais, c'est que mariez-vous si vous le voulez, si vous sentez l'appel, si vous avez vraiment l'envie de cette petite magie et de cette forme d'union. Mais une chose est sûre, le bonheur, c'est nous-mêmes qui le faisons par rapport à nous-mêmes. L'autre vient en complément. C'est deux personnes heureuses qui peuvent aller ensemble, continuer de faire un bonheur. N'allez surtout pas mettre votre bonheur, votre avenir sur le dos de quelqu'un d'autre. N'allez pas faire ça. Voilà. Waouh, merci beaucoup Rebecca. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode dont j'ai énormément apprécié la présentation, la préparation, l'enregistrement, tout. Merci encore. En tout cas, merci de nous avoir ouvert ton cœur au sujet de ta vie d'épouse, de ta vie de mère. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Je suis passée du vous au toi. En tout cas, la semaine prochaine, nous aborderons la parentalité. Un autre sujet qui fait couler énormément d'encre dans notre génération. N'oubliez pas de rester alerte sur nos stories Instagram pour participer à la question de l'abonné. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode de Les Fiers Trentenaires a répondu aux questions que vous vous posiez jusqu'ici sur le mariage. N'oubliez pas de nous laisser votre avis sur l'épisode, de le partager autour de vous et surtout de vous abonner à nos réseaux sociaux. C'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bisous.